On dit que les pensées n'ont pas de corps. Mais que se passe-t-il quand elles laissent des traces, visibles, palpables, indélébiles ? Cet été, prépare-toi à explorer les mécanismes cachés de l'esprit. Pas de crime apparent, juste des psychés disséqués. Pas de coupable évident, juste des secrets à exhumer. Je suis Maëva et je t'invite dans ma salle d'interrogatoire intérieure. Bienvenue dans Autopsie mentale. L'enquête commence maintenant. Ce soir, je t'invite à entrer dans une enquête où tout se brouille. Un cabinet feutré, une patiente en quête de vérité, un thérapeute aux précautions redoublées, une amie militante et un oncle soupçonné. Mais cette fois, il n'y aura ni sang, ni arme du crime, juste une certitude qui s'installe et une famille qui va vaciller pour une question sans réponse. A-t-on fabriqué un crime ou révélé l'impensable ? Mercredi 15 novembre, 18h47. Sarah sort du cabinet, tremblante, le souffle court. Elle titube vers la sortie comme si elle venait d'échapper à un accident. Elle appelle Julie. Sa voix tremble, mais elle est déterminée. « Julie, c'est moi. T'avais raison. Je me souviens maintenant. Je vais le détruire. » 90 minutes plus tôt, Sarah entrait dans ce cabinet avec un simple malaise. Elle ressort avec une certitude destructrice. Ce qu'il s'est passé entre-temps va détruire une famille entière. Mais que s'est-il passé exactement ? Une révélation ou une fabrication en temps réel ? Et cette affaire me hante depuis des mois, parce qu'elle interroge aussi tout ce en quoi je crois. En tant qu'hypnothérapeute, j'aide des gens à retrouver leurs ressources, mais que se passe-t-il quand on retrouve ce qui n'existait pas ? Dans cette séance de 90 minutes, j'ai vu naître quelque chose de terrifiant, une mémoire parfaite d'un crime qui n'a peut-être jamais eu lieu. Avant d'aller plus loin, ferme les yeux un instant. Pense à ton souvenir d'enfance le plus sûr, certain dans ta tête. Et maintenant pose-toi cette question. Es-tu certain qu'il s'est passé exactement comme tu t'en souviens ? Car nous allons découvrir quelque chose de terrifiant. La frontière entre mémoire et fiction n'existe peut-être pas. Remontons le fil du temps. C'est qui déjà cette femme effondrée ? Et surtout, qui va détruire ? Sarah Moreau, 29 ans, comptable, célibataire, aucun antécédent psychiatrique, vie stable, rangée, jusqu'à il y a 6 mois. Tout commence par une recherche internet banale. Trouble digestif inexpliqué. L'algorithme fait son travail. De page en page, Sarah glisse vers un territoire qu'elle ne soupçonnait pas. Les symptômes s'accumulent, évitement des relations intimes, sensation de saleté diffuse, flash olfactif perturbant. Sarah ne cherche plus si quelque chose s'est passé, elle cherche quoi s'est passé. La question a changé, toute l'enquête se fausse. Il y a d'abord Julie. Julie, c'est l'amie militante qui ne lâche rien. Depuis 6 mois, elle accompagne Sarah dans sa prise de conscience. Et Julie n'est pas neutre parce que Julie, à 16 ans, elle a vécu quelque chose de traumatisant avec son prof de sport. Du moins, en tout cas, c'est ce qu'elle raconte parce qu'à l'époque, personne ne l'a cru. 20 ans de militantisme ont fiégé sa version des faits, alors maintenant, plus question de revenir en arrière. Alors depuis, Julie, elle libère la parole. Elle a créé une association qui compte 147 victimes accompagnées. Mais combien de ces révélations sont-elles vraiment réelles ? Julie le sait-elle encore ? Ou face à Sarah qui hésite entre plusieurs hypothèses, Julie oriente systématiquement. Ton corps ne ment pas, ses symptômes pointent vers une seule direction. Julie protège Sarah ou la programme ? Cette protection devient-elle manipulation ? Et surtout, qui va donc payer pour cette conviction grandissante ? Sarah ne se contente pas des forums, elle veut une validation professionnelle. Alors elle prend rendez-vous chez un thérapeute spécialisé, le docteur Marc Durand. Marc a 45 ans, 20 ans d'expérience, il devrait être méfiant, et il l'est. Parce que dès le premier appel, Sarah demande explicitement une séance d'hypnose pour retrouver des souvenirs d'abus. Et Marc la prévient. L'hypnose, ce n'est pas une machine à retrouver des souvenirs, elle peut créer des impressions que le cerveau prend pour des réalités. Marc a ses raisons d'être prudent. L'affaire Dubois l'a bien marqué. C'était une patiente qui était convaincue d'avoir été abusée par son père. Souvenir retrouvé sous hypnose, père innocent qui s'est suicidé après.
Marc garde ce dossier dans son tiroir pour ne jamais l'oublier. Oui, mais Sarah souffre, vraiment, et c'est réel. Et Marc est thérapeute, avant tout. Donc comment refuser d'explorer quand quelqu'un appelle au secours? Sarah arrive le jour J, elle est déjà convaincue. Dans son sac, elle a son carnet rempli de notes, les symptômes, les dates, les corrélations, mais aussi des noms, plusieurs noms, comme si elle hésitait encore sur l'identité du responsable. Et on a aussi Françoise, la mère, qui culpabilise, parce qu'elle voit bien que sa fille va mal et elle ne comprend pas du tout pourquoi. Sarah lui a parlé de ses soupçons, mais de manière assez évasive. Quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, quelqu'un qui avait accès. Et Françoise aussi réfléchit, elle passe en revue tous les hommes de l'entourage familial. Puis il y a Michel qui apparaît. Pourquoi Michel? Parce qu'il venait souvent, parce qu'il était proche, parce qu'il appelait Sarah ma petite princesse? On a donc 3 influences qui convergent. Julie qui pousse, Marc qui accompagne, Françoise qui valide. Et au centre, Sarah qui cherche désespérément une vérité. Mardi 15 novembre, 17h. La séance qui va tout faire basculer. Reconstitution. Ok Sarah. Installez-vous confortablement, respirez profondément. Docteur, j'ai peur de ce qu'on va trouver. Le médecin lui répond. Nous n'allons rien forcer, nous allons juste explorer vos ressentis, tout simplement. Et la séance commence. Sarah se détend, bascule vers un état de conscience modifié. Son cerveau devient plus réceptif, plus créatif et aussi plus vulnérable. Marc pose alors cette première question, volontairement large. Sarah, qu'est-ce qui vous vient quand vous pensez à votre malaise là maintenant? Dans la tête de Sarah, plein de mots se télescopent. Il y a Julie qui répète « le corps se souvient toujours ». Il y a les témoignages qu'elle a lus sur Internet. Il y a sa mère qui culpabilise. Sarah dira « il y a cette odeur âcre, un peu comme du tabac froid ». Marc lui demande alors « vous décrivez ou vous ressentez ?» Sarah lui répond plus convaincante « les deux. Mon oncle Michel est là. Il me regarde bizarrement. » Mais attendez, parce que cette odeur âcre, ce regard-là bizarre, ils viennent pas de nulle part. On les retrouve dans un témoignage lu par Sarah il y a 3 mois, le témoignage de Marine, 34 ans, qui parlait exactement de ces mêmes sensations. Alors Sarah a-t-elle retrouvé son souvenir ou celui de Marine? Sarah poursuit. Il y a de la musique en fond, une chanson que je déteste maintenant. Marc commence un peu à s'inquiéter. Ok Sarah, restez avec vos sensations. Sarah enchaîne. Je me souviens, il me dit, ça reste notre secret, ma petite princesse. Cette phrase exacte, c'était le titre d'un témoignage viral lu par Sarah il y a 2 mois, article partagé 50 000 fois sur les réseaux sociaux. Michel Moreau, 58 ans, retraité de l'éducation nationale, l'oncle préféré de Sarah, celui qu'il a toujours adoré, mais qui ne se souvient pas très bien de cette époque. Certains détails sont flous, comme pour beaucoup de personnes de son âge, et cette faille de mémoire va rendre son effondrement encore plus poignant. La séance d'hypnose se poursuit et Sarah dit « Je me souviens maintenant. Mon oncle, Michel, il m'a touchée pendant des mois. » Évidemment, Marc n'est pas à l'aise et puis lui dit « Ok Sarah, prenez tout le temps pour intégrer tout ça. » Alors à quoi on vient d'assister à votre avis? À une révélation ou à une fabrication en temps réel? 18h47, Sarah sort du cabinet. Elle appelle Julie, le moment de triomphe de la militante. 19h, Michel Moreau, chez lui, regarde les informations. Le téléphone sonne. Françoise, voix glaciale. Michel, il faut qu'on parle. 2 phrases, une vie qui s'écroule. Cette nuit, Michel ne dort pas. Il reste assis dans le salon, celui-là même où Sarah prétend avoir été agressée. Chaque meuble devient une pièce à conviction. Le pire, ses souvenirs de cette époque sont flous. Normal à son âge, mais cette incertitude devient suspecte sous l'accusation. Il commence à douter de lui-même. Et si ses gestes avaient été mal interprétés? Comment prouver qu'on n'a pas fait quelque chose qu'on ne se rappelle pas clairement? Comment se défendre contre un souvenir qui n'existe que dans la tête de l'accusatrice? Après 3 mois d'enquête, voici ce qu'on a découvert. Il n'y a pas eu de crime.
Il n'y a pas eu de victime, il n'y a pas eu de coupable. Il y a eu une convergence. L'arme du crime ? La mémoire humaine elle-même. Car la mémoire n'est pas un disque dur, c'est un processus créatif permanent. Et à chaque souvenir, nous réécrivons le passé avec nos émotions présentes, nos connaissances actuelles et nos attentes inconscientes. Sarah ne ment pas, elle croit sincèrement à ses souvenirs, mais ces souvenirs ont été assemblés par son cerveau à partir de ses recherches, de ses influences et de ses besoins psychiques. Cette reconstitution-là s'inspire de 847 cas documentés, 847 familles détruites par des souvenirs qui n'avaient jamais existé. Mais voici le détail qui me hante encore. L'an dernier, Sarah a croisé une ancienne amie d'enfance. Conversation anodine, souvenirs partagés, et soudain cette phrase. « Tu sais, il y avait ce voisin bizarre quand on était petite. Monsieur Dupuis. Tu te rappelles comment il nous regardait super bizarrement ?» Sarah a vacillé. Un autre nom, une autre époque, un autre possible coupable qu'elle avait complètement oublié. Et si la mémoire, comme un puzzle sans modèle, finissait par inventer sa propre image, quitte à accuser la mauvaise pièce? Comment est-ce possible que notre besoin de vérité peut créer des mensonges encore plus réels que la réalité? Cette histoire me hante parce qu'elle révèle l'impossible. Aucun de ces personnages n'est méchant, chacun agit selon sa logique propre, chacun croit faire bien, et pourtant ensemble, ils ont créé une catastrophe. Et moi aussi, parfois, j'ai peur d'avoir orienté un patient vers une certitude qui n'existe pas. Parce que la différence entre révéler un trauma et en créer un ne tient parfois qu'à un seul mot. Alors je ne dis absolument pas que tous les souvenirs retrouvés sont fous, hein. Je ne dis pas que toutes les victimes mentent, absolument pas. Je dis juste que la mémoire est très fragile. Et parfois, le doute protège. Si jamais tu es thérapeute et que tu m'écoutes, voici peut-être 4 règles d'or pour éviter cette catastrophe. Premièrement, jamais de questions fermées. On enlève les « qui vous a fait ça ?» parce que ça oriente beaucoup trop. On remplacera plutôt par un simple « que ressentez-vous ?» et on explore. Deuxièmement, refusez systématiquement les demandes de retrouver des souvenirs, ou alors recadrer en disant que l'hypnose révèle des ressources mais pas des preuves. Troisièmement, se documenter sur la contamination préalable du patient. Qu'est-ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu avant de venir. Et quatrièmement, rester dans l'émotion et pas dans le récit. On peut apaiser le mal-être sans raconter une histoire. Si tu te reconnais dans cette histoire, souviens-toi. Se questionner, ce n'est pas trahir sa souffrance, c'est la respecter assez pour chercher la paix plutôt que la vengeance. Car dans cette zone grise entre mémoire et fiction, nous sommes tous vulnérables. Et toi, est-ce que tu te souviens de tout ? Mais vraiment ? Est-ce que tu es certain que ton passé ne t'a jamais menti, même pour te protéger ? Alors, si cette enquête t'a fait douter, écris juste « doute » en commentaire. Un seul mot, tu peux en laisser plusieurs bien sûr, mais un seul mot pour dire que tu sais que cette mémoire c'est une créature assez étrange. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux analyser ce qui t'influence, ce qui t'oriente peut-être sans que tu le saches, j'ai préparé une grille exclusive d'auto-analyse. Elle est dans la newsletter privée. Le lien est en description. Tu n'es pas seul à douter, mais parfois le doute, c'est la seule façon de rester libre. Si cet épisode t'a vraiment remué, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui croit un petit peu trop en ses souvenirs. Dans notre prochain et dernier épisode de la série Autopsie mentale, je vais te révéler le manipulateur ultime, celui qui utilise ces 7 enquêtes pour te convaincre que tout le monde est dangereux.